Deuxième débat entre le développement durable et la décroissance. Et ce sont les partisans de la décroissance qui vont commencer. Donc on aimerait commencer sur un problème du développement durable, donc avec les réserves halieutiques qui pourraient d'ici donc 2050 disparaître complètement. Alors on sait qu'il y a 1 seul % des océans qui sont protégés et c'est très peu. Nous, notre mode de développement fait que cela prend plus de temps, mais on attend des résultats concrets, comme notamment avec plusieurs accords qui ont été faits pour justement protéger les océans et tout ça. Mais ce sont des actions qui prennent plus de temps, certes, mais qui ont pour but d'avoir un résultat plus concret et plus durable pour les futures générations. Tu parles des accords comme par exemple l'accord qui a été signé par 190 États en 2005. Il est censé faire réduire le gaz à effet de serre, par exemple. Mais les accords, en fait, ils ne sont pas tellement respectés par les États. Et ça, c'est la faute des pays qui souhaitent continuer à produire en masse, comme la Chine, par exemple. Chacun répond à ses propres intérêts et pas à l'intérêt collectif. Et la Chine est d'ailleurs le premier émetteur de CO2 devant les USA. C'est vrai que les accords ont du mal à être respectés, et ça, c'est vrai. Sauf que vous, avec votre décroissance, comment souhaitez-vous faire que tous les États de tous les pays du monde acceptent la décroissance ? Par exemple, comment un Américain peut renoncer à la télévision, à la radio, sous prétexte qu'il y a le réchauffement climatique, alors que même que leur président ne croit même pas au réchauffement climatique ? Justement, on change les mentalités des gens avec les politiques, c'est à eux de faire changer les mentalités des gens. Et par exemple, si on reprend l'exemple des réserves halieutiques, on vous a dit justement qu'il faudrait plus protéger et ça va sûrement être un certain coût, mais qui va au final faire remonter l'économie. Donc les hommes politiques, ils devraient être pour au final. Le problème est toujours le même. Non. Mais après, vous parlez de coûts et de croissance et de recherche de profit immédiat. Mais par exemple, en fait, la croissance, ça ne traduit pas seulement d'une recherche de profit, ça crée aussi des mécanismes de mutualisation, comme de solidarité non marchand, donc la mutualisation des services, comme les services de santé. Imaginez qu'aujourd'hui, on arrête la croissance dans les pays pauvres qui ne sont pas encore développés, par exemple. Alors, s'ils ne passent pas par cette étape de croissance, ils n'auront pas ces mécanismes de santé, d'éducation. Donc, ça n'apporte pas que des services marchands, en fait. Si on enlève cette croissance-là, ces pays qui ne sont pas encore développés et qui n'ont pas eu cette étape dans leur développement, ça sera en fait un chaos social, et comme dans les autres pays. Mais si on ne passe pas par cette phase-là, il n'y aura pas de développement possible pour eux. Enfin, ça va s'effondrer directement. Et ben, pas forcément, parce que par exemple les gens qui vont venir chercher des ressources dans les terres des pays pauvres, ils ont forcément moins de ressources chez eux du coup, et ils peuvent moins se développer. La décroissance, c'est pas parce que ça va enlever justement la croissance que ça va diminuer le bien-être des gens, et au contraire ça peut lutter contre les problèmes du dérèglement climatique ou les maladies à cause de la pollution. Mais la décroissance, c'est un problème. C'est-à-dire que vous voulez forcer des populations qui s'accroissent de plus en plus, comme en Afrique, de passer par l'action de décroissance. Comment voulez-vous les aider à passer à ce mode d'action-là, s'ils ne sont même pas développés eux-mêmes ? Parlons par exemple de la transition énergétique, donc pour arrêter de consommer des énergies qui sont non renouvelables. Donc la transition énergétique, ça nous amène à nous interroger sur notre consommation d'énergie, car on n'a pas forcément conscience de l'impact de nos gestes quotidiens. Et ça s'inscrit dans la logique de développement durable. Par exemple, le ministère du développement durable, justement, a fait une campagne, donc la transition énergétique pour la croissance verte. Donc en fait, ça nous amène à prendre conscience à l'impact de nos gestes quotidiens sur la nature et l'environnement, donc à consommer mieux et à optimiser notre système énergétique afin d'être moins dépendant des importations. Donc
en fait, d'offrir un accès équitable à tout le monde. Donc en faisant ces choix-là, on peut donc faire de la croissance avec donc ces énergies renouvelables. Donc on fait des choix d'investissement, donc on s'interroge sur la durée de vie de nos filières d'énergie qui soient renouvelables et toutes les énergies en fait ont leurs avantages et inconvénients. Mais c'est pas parce qu'aujourd'hui on utilise par exemple en France principalement l'énergie nucléaire que demain on ne pourra pas utiliser principalement l'énergie éolienne par exemple. Et donc la recherche, cette transition-là, nous permettrait de continuer donc la croissance actuelle tout en polluant moins, même si sur le moment ça pourra engendrer des coûts par exemple. Mais c'est des coûts nécessaires qui permettront dans l'avenir, dans la durée en fait, d'inscrire dans la durée ce développement-là et de permettre la croissance continue. Oui, c'est... oui. Mais après, il y a par exemple la loi de transition énergétique. Comme tu dis, ça fait lutter contre le dérèglement climatique, mais après, la meilleure énergie, c'est celle qu'on ne consomme pas. Donc c'est sûr qu'il faudrait pas consommer pour garder le plus les énergies renouvelables. Il vaut mieux utiliser des énergies qu'on peut recycler plutôt que des énergies fossiles, en tout cas. Par exemple, on utilise beaucoup le pétrole en ce moment, et d'ailleurs ça fait augmenter le prix de l'essence, de ce genre de choses, parce qu'il y en a de moins en moins. Alors que par exemple, si on commence à utiliser plus de voitures électriques, déjà ça polluera moins sur la route. Et ça, c'est On le fait déjà, on a mis en place des techniques, on a développé nos voitures déjà. Sur le marché, il y en a encore il y a de plus en plus de voitures électriques. On a développé aussi le biocarburant. On met en place des techniques comme les emplois verts. Oui, voilà. Donc, non seulement ça crée des emplois, mais en plus c'est pour une planète durable. donc ce sont des choses Ça, qu'on c'est le fait rôle déjà. du développement durable. Comme à Paris, ils ont installé des trucs électriques ou des trucs comme Oui, ça. oui, Ça, voilà, c'est- oui, même. On a aussi, pour pour essayer de moins polluer, on a mis en place, par exemple, tel jour, il n'y a que les voitures avec les matricules verts qui roulent et les autres ne roulent pas pour essayer de contaminer le moins possible, de polluer le moins possible. Mais ça n'empêche qu'actuellement, il y a toujours des crises environnementales, économiques, climatiques ou alimentaires, et la seule solution, ce serait d'abandonner le culte de toujours avoir plus de choses et plus de moyens. Mais cette solution, elle n'est pas... Les pays eux-mêmes essaient de changer leur mentalité. C'est pas du jour au lendemain qu'on dit toi t'arrêtes de regarder la télé, toi t'arrêtes de consommer. Par exemple, en habitant à Font-Romeu, c'est qu'ils vont à Toulouse ou quoi. Quelle solution on leur dit pour aller en ville sans utiliser leur voiture? Mais De partager, par exemple, comme tu dis, pour ton exemple, pour aller jusqu'à Toulouse, on sait que maintenant il y a le Oui, covoiturage, la voiture. Pas mal. oui, mais peut-être moins que si chacun fait son trajet tout seul, que si un tel et un tel va tout seul à Toulouse, ça fait il y a plus de pollution et plus de... Mais pour ceci, on a créé, il y en a qui ont créé des entreprises. On partage la voiture pour essayer de moins. Déjà, ça pollue moins parce qu'on prend une voiture pour plusieurs personnes. Ça coûte moins cher aussi parce qu'on paye l'essence à tous. Voilà, donc je sais pas. Et ça, c'est le rôle du développement durable. D'essayer de trouver des solutions durables qui prennent plus de temps, certes, mais qui à terme vont marcher. Comme par exemple pour les entreprises, la RSE, donc la responsabilité sociale de l'entreprise. Donc il y a des lois qui obligent donc les entreprises à mesurer les impacts environnementaux, donc à les rendre publics. Donc ça peut les inciter par rapport aux consommateurs donc à changer leurs pratiques et à les amener vers des pratiques plus écologiques, donc améliorer l'impact sur la planète, donc l'économie et les sociétés. Mais par exemple, tout ça peut engendrer des externalités positives. Donc en fait, ça va toujours faire de la croissance. Par exemple, une entreprise investit dans une machine moins polluante, par exemple. Donc ça fait de la croissance car on change les machines, mais au final, dans le long terme,
ça nuira moins à l'environnement, mais ça n'empêche pas la croissance. Donc on peut toujours concilier les deux, en fait. Il y a toujours des solutions alternatives. C'est terminé.